Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Nous allons aborder aujourd'hui une question qui pourrait avoir des conséquences thérapeutiques capitales. Cette question porte sur l'origine des cancers. Le cancer est-il dû à des mutations génétiques dans l'ADN du noyau de nos cellules ? C'est du moins le dogme qui prédomine dans le monde scientifique depuis des dizaines d'années. Le cancer serait donc une maladie génétique acquise due à des attaques incessantes contre l'ADN qui, pour se défendre, va créer des mutations génétiques qui auront pour effet de désactiver les gènes suppresseurs des cancers et d'activer ce qu'on appelle les pro-oncogènes. C'est à partir de ce dogme que l'industrie pharmaceutique a mis sur le marché des dizaines de molécules qui constituent aujourd'hui notre arsenal chimiothérapique et immunothérapique contre le cancer. Si on analyse les différentes mutations, on s'aperçoit que dans chaque cellule cancéreuse, elles sont différentes. Le cancer serait donc une accumulation randomisée de mutations. Quel est le bilan de cette approche centrée sur le noyau cellulaire et sur ses mutations génétiques ? Sur ce tableau, on peut suivre le nombre des décès aux États-Unis sur 16 ans, de 1990 à 2016. On remarque qu'en 16 ans, la mortalité journalière est passée de 1397 à 1632, ce qui, évidemment, n'était pas le but recherché. Pourquoi en est-on arrivé là ? Sans exclure le dogme de la maladie génétique, certains chercheurs se sont intéressés à d'autres hypothèses et la première qui leur a été présentée était la suivante. Et si le mécanisme intime ne se trouvait pas dans le noyau mais dans le cytoplasme ? Pour illustrer cette hypothèse, les chercheurs ont fait l'expérience suivante. Une cellule saine va donner naissance à 2 cellules filles qui seront saines. Une cellule cancéreuse va donner naissance à 2 cellules filles qui seront cancéreuses. Mais si on garde le noyau d'une cellule cancéreuse et si on remplace le cytoplasme par celui d'une cellule saine, eh bien les 2 cellules filles seront saines. Et si on fait l'inverse, on garde le noyau sain mais on remplace le cytoplasme par celui d'un cancéreux, alors on obtient 2 cellules cancéreuses. La conclusion était évidente, ce sont certains éléments du cytoplasme qui décident de l'oncogénicité des cellules. Et dans le cytoplasme, la seule organelle qui pourrait être responsable, c'était la mitochondrie. Donc, la mission de ces chercheurs s'était précisée. Le cancer est-il une maladie génétique du noyau ou une maladie métabolique liée au mauvais fonctionnement de la mitochondrie ? Pour le savoir, étudions de plus près la mitochondrie. Une mitochondrie, c'est un des composants du cytoplasme cellulaire. On en retrouve jusqu'à 2000 par cellule. Elles permettent la production d'ATP, des différents cofacteurs métaboliques comme NADH et FADH2 et sont impliqués dans différents processus tels que la communication, la différenciation, l'apoptose et la régulation du cycle cellulaire. Leur nombre par cellule varie considérablement par espèce, par tissu et par type cellulaire. Ainsi, les globules rouges du sang, les hématies, sont totalement dépourvus de mitochondries. Les plaquettes en contiennent très peu, tandis que les cellules du foie et les cellules musculaires peuvent en contenir plus de 2000. Enfin, les mitochondries possèdent leur propre génome, qu'on appelle le génome mitochondrial, dont l'ADN présente de nombreuses analogies avec le génome des bactéries dont il est le reliquat. Ce génome a une particularité unique. Il n'est transmis que par la mère.
La cellule, c'est un organisme vivant, capable de se reproduire de façon autonome. Pour cela, elle a besoin d'énergie qu'elle va prendre de la nourriture qu'on lui apporte. Elle va transformer cette nourriture en énergie grâce à des enzymes, des protéines, qui permettent de favoriser des milliers de réactions chimiques nécessaires à cette transformation. Les cellules captent le glucose qui entre dans la cellule et vont progressivement le dégrader dans le cytoplasme. Une fois devenu du pyruvate, celui-ci va entrer dans la mitochondrie pour être transformé en énergie utilisable, on l'appelle ATP. Pour réussir cette opération, les cellules ont besoin d'oxygène. Par contre, si la mitochondrie ne fonctionne pas, la cellule ne peut pas fabriquer de l'énergie, les déchets vont s'accumuler et seront recyclés pour servir à la division cellulaire. Deux voies métaboliques fournissent l'énergie nécessaire à la cellule pour fonctionner. La respiration cellulaire, qui correspond à l'oxydation complète des molécules telles que le glucose, et la fermentation, qui se fait en absence d'oxygène, qui permet d'oxyder des molécules organiques pour produire de l'énergie. Alors on va parler maintenant d'un effet un peu spécial qu'on appelle l'effet Warburg. Otto Heinrich Warburg est un médecin physiologiste et biochimiste allemand. Il a été lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1931 et il reste à ce jour l'un des seuls scientifiques à avoir été nominé 47 fois pour le prix Nobel durant sa très longue carrière scientifique. Otto Warburg, c'était un protestant mais d'origine juive par son père. À ce titre, il aurait pu être soit expulsé d'Allemagne, soit déporté dans les camps de concentration. Parce qu'Adolf Hitler était particulièrement préoccupé d'avoir un cancer et parce qu'il pensait que Warburg serait le seul scientifique susceptible de trouver un traitement efficace, il donna des instructions pour qu'il fût préservé de la déportation. Warburg est mort en 1970. En 1924, Warburg décrit son hypothèse sur la formation des cellules cancéreuses. Celles-ci tireraient principalement leur énergie de la fermentation anaérobique du glucose, ce qu'on appelle la glycolyse anaérobie, dans les mitochondries et par conséquent la présence d'oxygène ne serait pas nécessaire à leur développement. L'apparition du cancer serait due à un dysfonctionnement des mitochondries des cellules cancéreuses. Au lieu de consommer, elles fermentent du glucose. La cellule cancéreuse se divise constamment, elle a besoin de davantage d'énergie et ses mitochondries déficitaires ne peuvent pas lui fournir ça. Alors elle compense en faisant appel à un circuit court de production d'ATP par fermentation sans oxygène du sucre. Le rendement étant très faible, c'est-à-dire de 2 ATP au lieu de 36, alors la cellule ouvre grandement ses portes au sucre dont elle se gorge. Les mitochondries qui fonctionnent mal libèrent des radicaux libres qui vont entraîner une perte des défenses immunitaires. Pour survivre, la cellule cancéreuse n'a donc pas d'autre choix que de capter de plus en plus de glucose. Elle grossit, elle ne peut pas brûler le sucre qu'elle reçoit car son rendement énergétique est trop faible, elle va alors fabriquer de l'acide lactique. En outre, elle sera plus grosse car l'eau diffuse et occupe tout l'espace. La pression s'accroît et elle devient dure. La cellule tumorale ainsi comprimée va être poussée à s'échapper du tissu qu'il a vu naître. Elle se divise rapidement pour faire baisser la pression, puis elle va essaimer à distance sous forme de métastases qui vont coloniser d'autres tissus. La dérégulation de l'énergie mitochondriale, c'est un nouveau concept dans la compréhension du cancer. Et depuis quelques années, l'effet Warburg a fait l'objet de nombreuses études scientifiques aux États-Unis, avec le professeur Thomas Seyfried de Boston College, et en France, avec le docteur Laurent Schwartz. Thomas Seyfried a repris les résultats d'Otto Warburg et a publié un livre à ce sujet, même plusieurs. Il explique qu'un métabolisme aberrant peut parfois conduire au cancer. D'où l'idée de limiter les carburants des cellules cancéreuses, c'est-à-dire du glucose et de la glutamine, pour aider au traitement.
Pour Schwartz, un des moyens de vaincre le cancer n'est pas uniquement de tuer les cellules cancéreuses comme le font les traitements classiques, mais de rétablir leur métabolisme en relançant la mitochondrie. Dans notre prochain épisode, on verra comment le docteur Laurent Schwartz intègre l'approche métabolique à ses patients. À bientôt dans notre prochain épisode.